Bonjour à tous. Alors, donc j'ai rencontré Bruno en 2009, au moment où moi-même j'ai commencé à travailler sur la Chine. La relation d'affaires que l'on a avec Bruno, Bruno est mon correspondant en Chine, dans une stratégie de proximité, c'est-à-dire que moi je suis en France pour être près des clients et de leurs problématiques ou de leurs demandes et de leurs besoins. Et Bruno, en Chine, relaie ces demandes de manière très concrète, sachant qu'effectivement, c'est un marché complexe, grand et en taille. Et il est important que une personne, enfin, ou du moins une entité soit sur place pour suivre les affaires. Donc, Bruno était là pour un projet d'implantation. Donc, c'est une société suisse qui s'est implantée en Chine et qui était active dans le domaine des instruments de mesure de précision. Bruno a participé à l'implantation de cette entreprise avec tout le côté administratif, etc., etc. Et puis depuis, on a d'autres affaires en cours, tant au niveau sourcing, export, et on a une relation vraiment de confiance, et ça c'est extrêmement important, d'une manière générale dans les affaires, mais je dirais particulièrement en Chine, parce que c'est, comme je le disais, et comme tout le monde le sait, c'est un marché un petit peu délicat. Et la confiance, c'est vraiment la clé pour, je dirais, réussir à bien travailler en Chine. Bonjour à tous. Bruno Villette, j'ai fait mes études en France, à Paris, ingénieur de formation. Ça ne me destinait pas vraiment à venir faire du business sur la Chine. J'y suis venu après mon école d'ingénieur sur Paris en 87-88, donc avant les événements de 89 en Chine. Je n'avais pas nécessairement prévu. À l'époque, c'était un peu, je dirais, par curiosité de venir se frotter un peu à la Chine, même si personne n'imaginait le développement qui allait suivre. Je suis venu donc une première fois en Chine en tant que professionnel, fin des années 80, pardon, 87-88. Je suis rentré en France ultérieurement et je suis revenu sur la Chine depuis 94, après le passage à vide suite aux événements Tiananmen. Et je réside en Chine depuis 96, donc pratiquement presque 25 ans maintenant. D'abord à Pékin, et j'ai déménagé à Shanghai, où je suis, en 2004, donc il y a une quinzaine d'années. On peut imaginer qu'en 25 ans sur la Chine, on fait des choses différentes. La Chine a beaucoup évolué, donc on est obligé d'évoluer avec. Les opérations, dans les milieux des années 90, c'était essentiellement des opérations de transfert de technologie, de création de sociétés industrielles en Chine. Donc j'ai participé à un certain nombre de tels projets. Marc Ménardi mentionnait un projet qu'on a fait un peu plus tard, dans le début des années 2000, mais un peu sur le même schéma. Ensuite, la Chine s'est mise en place comme la fameuse usine du monde. Donc, ça nous a amené aussi, bien sûr, à faire ce qu'on appelait du sourcing, donc acheter en Chine pour des besoins français, européens. Et puis, petit à petit, on a également vu l'autre volet des opportunités, qui est donc la distribution, ce que l'on appelle, nous, la distribution. Donc, importer des produits européens, français, européens plus généralement, et maintenant pour partie également américains, que l'on vend sur le marché chinois. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est depuis 2010 l'évolution majeure de nos activités. Donc, les activités de distribution ont pris de l'importance, au point qu'en 2016, nous avons atteint une sorte d'équilibre entre les activités de distribution et les activités de sourcing. Donc, 2016, pour la première fois, nos activités de distribution étaient aussi importantes que le reste, que le sourcing. Et aujourd'hui, on est dans un ratio où on a 80-90% de distribution pour 10 à 20% de sourcing. Donc une évolution, un renversement très net qui
qui est pas ce que l'on voit pas nécessairement sur la balance des paiements globaux au niveau de la Chine. Beaucoup de pays se plaignent encore d'acheter plus en Chine que d'y vendre. Mais au niveau de notre société, nous avons pris ce tournant parce que c'était les opérations qui nous intéressaient et les opportunités que l'on voyait. En termes de produits, on a géré à l'évidence aussi des produits variés au cours de ces 25 années. Aujourd'hui, l'essentiel de nos activités en termes de distribution sont sur des produits audio-vidéo informatiques destinés au marché professionnel, pas le marché grand public. Donc, des produits vraiment de niche. Vous voyez quelques-uns qui tournent derrière, du digital signage, des écrans, des systèmes de montage d'écrans sur les murs, de fixation de projecteurs pour installation dans les musées, etc. Donc, des opérations aujourd'hui essentiellement, on va dire, technologiques. On a une équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes sur Shanghai. Donc, nous sommes deux à avoir fondé la société en 2004 et on a aujourd'hui une équipe de 10 personnes basées sur Shanghai. On gère donc la partie vente, la partie commerciale, la partie marketing, l'importation, le stockage et toute la partie administration des ventes et administration au sens chinois, c'est-à-dire le reporting fiscal, puisque la société est enregistrée à Shanghai. Nous sommes une société de droit chinois à capitaux entièrement étrangers. Le cas que je vais choisir est le suivant qui explique ou qui illustre un peu ce que je viens d'indiquer en termes de renversement, de tendance ou de mode de fonctionnement. Dans le milieu des années 2000, 2005, 2006, au moment où on est arrivé à Shanghai, une des cartes importantes dans notre portfolio était de travailler pour une société française de l'Aveyron qui s'était trouvé être un leader mondial dans une technologie qui s'appelle le DLP, qui avait été développée par Texas Instruments aux États-Unis et qui servait à constituer des murs d'image, qu'on appelle les murs d'image, ces grands murs qui servaient dans les salles de contrôle essentiellement. Là, vous avez des personnes devant des consoles qui ont besoin de regarder des écrans énormes, parce qu'il y a beaucoup de graphismes, de diagrammes, de vidéos, donc c'est pour les salles de contrôle, typiquement les contrôles commandes militaires d'une autoroute, d'un aéroport ou d'une centrale nucléaire. Donc c'était une société française pour laquelle on travaillait sur la Chine en termes de distribution. Les choses ont évolué, je vais assez vite, ils ont été rachetés par des Américains, les choses ont changé ultérieurement. Et ça m'a amené à travailler avec ces mêmes individus, mais sur un volet un peu différent, qui était le digital signage. Je ne sais toujours pas très bien comment on dit ça en français, l'affichage digital. Donc, ce sont ces systèmes qui sont les players, les lecteurs que vous trouvez quand vous allez dans un aéroport où vous avez l'affichage des vols, vous allez dans les gares, vous allez dans les musées, vous allez même chez McDonald's où le menu va vraisemblablement être à l'écran, donc vous avez besoin d'un player derrière. Et donc, cette évolution vers le digital signage, en fait, était dans un premier temps une approche de sourcing en Chine pour un besoin américain. La problématique était comment réaliser et sécuriser la fabrication en Chine, sachant que de toute façon l'électronique venait toujours de Chine ou de Taïwan, et les Taïwanais fabriquent en Chine, de sécuriser la fabrication en Chine pour exporter sur les États-Unis qui devenait le secteur, le marché le plus important. Donc on a mis en place, on a validé des plans, on a validé des partenaires, et est arrivé 2008-2009, la grande crise aux États-Unis. Donc tous les marchés se sont complètement arrêtés. On a arrêté. Et on s'est dit, finalement, on a quand même travaillé beaucoup ensemble, on s'est bien connus. Je connais bien vos produits, on se connaît au niveau individuel, c'est un peu dommage de s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on essayait de vendre en Chine? Et c'est ce que l'on a fait depuis cette époque-là. Alors, je ne dis pas qu'on a réalisé des chiffres énormes, mais on a quand même réussi à vendre tous les ans sur la Chine de façon croissante. Pour moi, ça reste un cas intéressant parce que c'est finalement un projet qui n'était pas né d'une idée initiale de commercialiser sur la Chine, mais un autre, donc en l'occurrence d'acheter, mais qui a évolué ultérieurement vers cette idée de distribuer sur la Chine. Et je pense que c'est assez caractéristique de ce que l'on peut faire en Chine, c'est que finalement en Chine il y a beaucoup d'opportunités.
important, c'est de vraiment avoir toutes les cartes en main, de mettre tous les éléments nécessaires pour pouvoir le mener à bien, pour pouvoir mener le projet à bien. Si on a ces éléments-là, il est probable qu'on arrive à saisir les opportunités. Et donc, c'est pas tant la réussite en Chine, c'est pas tant d'avoir un brillant plan d'action défini quelque part en Europe, aux États-Unis, mais beaucoup plus d'être très très pragmatique, éventuellement de changer complètement d'idée sur le terrain et de voir en fonction de la situation quelles sont les opportunités que l'on peut isoler et découvrir. Ça peut évidemment dépendre un peu des industries. Il y a des industries qui demandent beaucoup de planification, beaucoup d'organisation. Si on met ce volet plus technique de côté, sur le volet plus humain, gestion des opportunités, naviguer pour en tirer le maximum de profit. L'approche est beaucoup plus en Chine une approche pragmatique qu'une approche théorique. Et on le retrouve au niveau culturel, y compris au niveau éducation. Les Chinois apprennent à regarder autour. Enfin, Confucius, c'est pas Descartes. Confucius, c'est on regarde ce que l'on a autour de nous et en fonction de cette analyse mouvante, parce que les choses évoluent, en fonction de cette analyse, on décide du pas que l'on va faire demain, de la façon dont on va évoluer à partir d'aujourd'hui. Alors que l'approche cartésienne, qui a beaucoup d'attrait par ailleurs, est vraiment de définir de façon idéale un peu a priori le déroulement complet du projet, et après le brillant ingénieur est celui qui va réussir à le mettre en œuvre, mais sans le remettre en cause. Alors qu'en Chine, c'est une approche beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus sur le terrain, beaucoup moins théorique. Les Chinois ne sont pas des gens très théoriques qui planifient très très loin. Ça semble un peu contradictoire avec l'idée que l'on a de la Chine économie planifiée. Tout à fait. C'est vrai au niveau gouvernemental, mais ce n'est pas du tout vrai au niveau des individus. Les individus avec lesquels on travaille, et si je regarde pour des 10-15 ans les individus que j'ai suivis, avec lesquels ils ont pour certains suivi des cheminements très imprévisibles, enfin, qui paraissaient imprévisibles, mais simplement ils ont pris les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Justement, Bruno, d'après vous, comment concilier cet aspect très rationnel de l'Occident et très pragmatique de la Chine? Les Occidentaux sont aussi pragmatiques, heureusement. Même les Japonais, que l'on peut imaginer comme étant des gens très rigoureux, structurés, réussissent également en Chine. Donc, ils arrivent aussi à s'organiser. Cela dit, je pense qu'il faut effectivement essayer d'avoir une approche ouverte et essayer de comprendre comment on peut être efficace dans un schéma chinois. Venir en Chine avec un schéma préétabli par rapport à une base européenne ou américaine a de grandes chances de ne pas fonctionner. On l'a vu, par exemple, dans le domaine de l'automobile, il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler. Les gens qui venaient du secteur de l'automobile en disant « on a fait ça en Afrique, ça marche, on va faire la même chose en Chine », ça ne marche pas du tout. En revanche, si on arrivait en Chine, on disait « bon, c'est quoi le marché chinois, comment il va évoluer, qui sont les acteurs ?» La technologie était bonne, ils ont pu réussir. D'accord. Donc, c'est vrai que le terme qui me vient dans votre explication, c'est un terme qui est un peu à la mode, c'est être agile, c'est l'agilité et c'est savoir réagir. Et dans cette période de crise actuelle, il est vrai qu'il y en a qui souffrent et qui vont souffrir longtemps, mais ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à souffrir moins que les autres sont sans aucun doute ceux qui ont fait preuve d'agilité. Même dans des domaines plus courants et plus du quotidien. Les restaurateurs qui sont tout de suite basculés dans le à emporter, on a vu comment ils ont pu au moins sauver les meubles, et puis ceux qui ont été un petit peu plus attentistes et qui n'ont pas eu l'agilité de changer de braquet, un peu comme vous l'évoquiez par rapport à ce partenariat entre la Chine et les États-Unis à l'envers. C'est vrai que c'est le maître mot aujourd'hui, et pas seulement en Chine. Je pense qu'il faut quelqu'un qui veut faire de l'export, il faut qu'il ait cette ouverture d'esprit pour ne pas vouloir trop. Alors, il faut donner des orientations, bien sûr, mais il faut surtout pas tout figer, parce que
en effet, on ne sait pas quel répondant on va avoir en face et quel changement d'orientation il va falloir prendre rapidement. Même si c'est des petites orientations, il faut laisser cette porte ouverte. Tout à fait, je vous rejoins absolument. Et un des éléments, c'est que toute action en Chine est toujours d'une façon ou d'une autre un partenariat avec des Chinois. Ça peut être vraiment un vrai partenaire capitalistique éventuellement, mais ça peut être tout simplement un partenaire au sens un distributeur, voire même un client. On peut considérer dans certains cas un client est quasiment un partenaire. Et si on regarde sur des opérations qui doivent s'inscrire dans la durée, 3 ans, 5 ans, si on arrive en Chine en disant on veut aujourd'hui décider de notre stratégie, de notre plan d'action à 3 ans et à 5 ans, donc on attend de notre partenaire chinois, qui soit distributeur capitalistique et autres, que lui-même soit clair sur ce qu'il va faire dans les 3 et les 5 années à venir, on est déjà dans l'erreur, parce que les Chinois n'en savent rien. Et ce n'est pas leur problème. Ce qui va se passer dans 5 ans, ce n'est pas leur problème. Alors, si on construit des centrales nucléaires, oui, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas leur problème. Et ils vivent très bien dans une situation où on a un horizon de l'ordre de quelques mois, 1 ou 2 ans. Et aujourd'hui, avec le Covid, effectivement, c'est un horizon plutôt de quelques semaines. On le voit par exemple si on prend simplement le cas du Covid, on imagine bien que la Chine souffre, et donc des opérateurs en Chine souffrent par le fait qu'ils perdent leur marché à l'export, par exemple sur les États-Unis ou l'Europe. Donc vous aviez des usines qui étaient fortement focalisées sur l'exportation. D'un seul coup, leur marché export disparaissent ou sont fortement affaiblis. Ces usines, pour certaines, vont disparaître, certaines ne vont pas être capables de se retrouver un second souffle, mais ce que l'on voit beaucoup, et ce que la presse relate beaucoup ici, c'est que vous en avez beaucoup qui se disent, un peu comme mon schéma de tout à l'heure, c'est OK, on a fait notre business jusqu'ici parce qu'on avait des clients aux États-Unis qui nous ont expliqué les produits qu'ils voulaient. On a appris à produire ces produits avec la qualité américaine. Aujourd'hui, on a cet acquis. Par contre, on n'a plus le client. En revanche, à côté de nous, on a le marché chinois. Et on a les réseaux de distribution online qui sont finalement à disposition, qui sont très développés ici, et qui nous permettent relativement facilement, nous, entreprises qui avons toujours été qu'un fabricant pour des marques américaines, de déposer, de réaliser notre propre marque, d'adapter les modèles. Alors après, on peut se poser la question sur la copie, mais on peut éventuellement d'adapter les modèles aux besoins chinois, et finalement de dire toute cette capacité de production que l'on a mise en place parce qu'on a eu jusqu'ici des marchés d'export sur les États-Unis, on peut la réutiliser pour développer notre propre marque et la commercialiser sur le marché chinois. Et c'est un schéma que l'on voit assez fortement aujourd'hui, par exemple sur le prêt-à-porter, sur des produits qui sont sur lesquels il est assez facile d'établir des marques, et où le marché chinois devient finalement le remplaçant de l'export. Et c'est effectivement cette agilité qu'ont les Chinois à basculer d'un mode à un autre. Et face à ces changements, Bruno, d'une part post-Covid et d'autre part l'importance de la digitalisation sur le marché chinois, quelles recommandations feriez-vous aux entreprises françaises pour aborder le marché chinois ? Je pense que l'impact du Covid est encore assez difficile à cerner. On peut y revenir. Si on le met de côté simplement d'une façon un peu générale ou pas spécifique à la période Covid ou post-Covid, je pense qu'en Chine, il y a beaucoup d'opportunités. La Chine est vaste, est multiple. Elle s'ouvre dans le sens où de plus en plus d'opérateurs sont intéressés et capables de travailler avec l'étranger. Donc, il y a la naissance d'un nombre énorme de niches de marché, pas nécessairement la totalité du marché chinois, mais des niches de marché géographiques, socio-économiques, qui sont autant d'opportunités pour des sociétés françaises, par exemple. Donc, je pense qu'il y a des opportunités dans beaucoup de secteurs. En revanche, ça ne veut pas dire que tous les projets d'export vers la Chine sont viables. Parce que, comme on vient de le dire, avoir un projet sur la Chine et le mener dans la durée nécessite inévitablement, à un moment ou à un autre, une adaptation de la stratégie, des prix, des produits, du marketing. Et c'est
pas nécessairement quelque chose qui est très compliqué à concevoir. En revanche, c'est quelque chose qui peut très vite être considéré comme stratégique au niveau de la société en France. Et donc, il faut que le projet soit porté par quelqu'un de haut niveau au niveau de la France. J'ai vu beaucoup de cas, tous les cas de succès que j'ai vus ont toujours été des cas où le projet chinois était porté, pas nécessairement géré au jour le jour, mais porté par des personnes à haut niveau dans la société. PDG ou des personnes avec une capacité de prendre des décisions et de faire adopter les changements nécessaires. À l'opposé, on a une période où exporter en Chine était à la mode, tout le monde devait pouvoir dire qu'est-ce que vous faites en Chine, donc oui, il faut que je fasse quelque chose, au moins il faut que je puisse dire que j'ai essayé de faire quelque chose. Donc on a vu des stagiaires venir, c'est très bien, les stagiaires, on en a tous eu, on a tous été stagiaires, mais des stagiaires, on disait, bon, voilà, j'ai trouvé un stagiaire, il va s'occuper de développer la Chine. Non, c'est pas. Développer la Chine, c'est pas le niveau d'un stagiaire. Le stagiaire peut faire des recherches, mais au niveau de la stratégie qui doit être mise en place pour vraiment aboutir, il faut vraiment une prise au sérieux du projet. Après, est-ce que le Covid va changer des choses? Je pense qu'il va changer vraisemblablement dans le fait que les contacts de personne à personne, physiques, vont être durablement impactés. Je reste très inquiet ou dubitatif sur l'évolution dans les mois à venir, voire même 1 ou 2 années, à savoir à quel moment on pourra retrouver le niveau de contact humain que l'on avait avant, jusqu'à la fin de l'année dernière. On voit en Europe les discussions, on voit que la situation Covid en Europe est maintenant relativement bien sous contrôle. On voit les discussions, est-ce que vous allez pouvoir partir en vacances en Italie, en Grèce ou au Portugal? C'est très bien, il faut en passer par là. En Asie, on n'est pas du tout dans même si les discussions semblent être les mêmes, en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes niveaux de réflexion. En Asie, on a tous les pays finalement qui sont quand même plutôt mieux sortis, parce qu'ils ont réagi beaucoup plus vite. Donc le nombre de cas a été bien inférieur à ce qu'il y a eu dans la plupart des pays européens, a fortiori aux États-Unis ou en Amérique latine. Donc on a aujourd'hui en Asie un certain nombre de pays qui se sont donnés comme objectif de faire ce qu'on appelle la tolérance zéro, c'est-à-dire 0 cas. Je ne sais pas si les nouvelles sont arrivées chez vous, mais les nouvelles ici en ce moment, c'est la Nouvelle-Zélande qui a annoncé hier qu'ils avaient 0 cas. Hong Kong continue ils n'ont pas 0 cas, en revanche, ils continuent de faire le monitoring du nombre de nouveaux cas. Et ils avaient atteint à un moment 23 jours sans nouveaux cas. Ils en ont eu 2. Bon, ils ont mis le compteur à 0. Ils redémarrent, mais on est sur des niveaux en Chine, ou à Hong Kong, ou à Taïwan, ou y compris en Nouvelle-Zélande, Australie, qui sont de l'ordre de quelques dizaines. À Taïwan, il y a quelques dizaines de morts. Donc, toute l'Asie aujourd'hui est en train de se réorganiser, de réfléchir à comment réouvrir avec les bulles, les bridges, mais sous des contraintes qui sont bien plus élevées, bien plus strictes que les contraintes que l'on a en Europe et a fortiori aux États-Unis. Et ça veut dire, si je regarde simplement ces faits, je ne vois absolument pas à quel moment des pays d'Asie peuvent dire oui, les Européens peuvent commencer à venir en Asie, et a fortiori les Américains. Donc pour répondre à cette question, je pense que le Covid va avoir un impact majeur qu'on découvrira peut-être que dans les mois à venir, qui risque d'être une sorte de partitionnement de la planète, avec une zone Asie où les cas sont très limités, les transferts de personnes, les trajets de personnes demeurent également très limités. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les pays annoncent réouverture des frontières, mais réouverture des frontières, par exemple, si je veux aller à Singapour, aujourd'hui je ne peux pas y aller, Singapour est en train de réfléchir, peut-être je pourrais y aller, mais c'est à peu près 1 mois de paperasserie pour obtenir un accord pour aller à Singapour. J'arrive à Singapour, j'ai 15 jours de quarantaine. Et quand je veux rentrer en Chine, j'ai de nouveau 1 mois de paperasserie et de nouveau 15 jours de quarantaine. Donc, si je veux aller à Singapour, ça va me prendre 3 mois. On n'est pas du tout, on
on n'est pas du tout dans le schéma où et ça veut dire que c'est pas du tout un sujet on va aller prendre ses vacances en Thaïlande ou au Vietnam. Puis d'un autre côté, je me suis rendu compte que beaucoup de salons fermaient ou étaient reportés, des salons professionnels. Donc, ça veut dire que pour l'entreprise X ou Y, soit qui exporte déjà, enfin, si elle exporte déjà sur la Chine, ça va. Mais si elle veut démarcher le marché chinois, il faudra trouver quand même d'autres approches pour rencontrer ses clients, mettre en avant ses produits. Alors, oui, le sujet des salons est un sujet intéressant. Nous participons à des salons tous les ans. On en a un qui était prévu au mois de mars, qui a été à l'évidence reporté, mais qui doit avoir lieu au mois de septembre. Donc, a priori, on y participe. On avait également des salons sur l'Asie, à Bangkok par exemple, qui devaient avoir lieu. La plupart de ces salons jusqu'ici ont été annulés. Sur la Chine, on commence à avoir des salons avoir lieu à partir de juillet ou de septembre. Et là, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est un débat que j'ai actuellement avec des partenaires européens et américains qui me disent c'est impossible d'avoir un salon au mois de septembre où que ce soit sur la planète. Ils ont raison, je pense, aux États-Unis, en Europe, j'en sais rien, mais aux États-Unis ou à Bangkok, par exemple, parce que ces salons-là auraient vraiment besoin d'avoir une audience, à la fois en termes d'exposants et de visiteurs, une audience internationale qui nécessite que des gens puissent aller à New York, à Las Vegas ou à Bangkok. C'est pas le cas en Chine. En Chine, la masse de population et le niveau de développement de l'offre est tel que finalement des salons peuvent avoir lieu en Chine où tous les exposants sont chinois, enfin, y compris moi, mais basé en Chine. Tous les exposants sont en Chine, les chinois ou résidents en Chine, et les visiteurs et les clients que l'on attend sont de toute façon des Chinois. Donc même si on est dans une bulle chinoise complètement fermée au reste, on peut imaginer que pour le marché chinois, les salons puissent reprendre. Je suis beaucoup plus réservé si on parle de salons à Hong Kong, à Bangkok ou à Singapour. Oui. Parce que là, ça ne fait pas de sens d'avoir un salon à Singapour si c'est que pour les exposants singapouriens et les visiteurs singapouriens. Il faut que ce soit ouvert beaucoup plus largement. Et ça fait partie de ces réflexions. Comment les salons vont pouvoir redémarrer. Qu'est-ce que le Covid va changer dans votre manière de travailler, ou est-ce que vous avez déjà songé que ça allait bouleverser votre manière de travailler? Oui, il est clair que l'on a trouvé des alternatives au voyage. J'avais l'habitude de voyager tous les mois sur la zone asiatique, à l'évidence je ne fais plus, donc de trouver des alternatives, Zoom et autres. Ça, je dirais que c'est pas quelque chose de complètement nouveau, ça nous oblige simplement d'aller plus loin dans ces pratiques. Ce que je pense plus inquiétant à mon niveau, c'est ce gap d'analyse entre l'Europe, les États-Unis, l'Asie, sur la façon de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, le futur, donc de définir ses plans. On revient un peu à ce qu'on disait tout de suite, il faut s'adapter, mais si j'explique en bonne foi que je pense qu'en Chine on peut faire ci, je parlais de ce salon, je pense qu'en Chine ça fait du sens de participer à ce salon, même s'il n'y a pas de visiteurs étrangers, même s'il n'y a pas d'exposants étrangers, parce que de toute façon notre objectif ce sont les visiteurs chinois. Ça me semble un raisonnement pertinent et que je pense vrai, réaliste, honnête. Néanmoins, je n'arrive pas à convaincre mes partenaires américains, par exemple. Et je pense que c'est ce type de difficulté que l'on va avoir, où on va être au moins temporairement, dans des modes de fonctionnement qui vont devoir s'adapter dans les différentes grandes zones à des réalités un peu différentes. Et donc avoir on parle souvent des problèmes culturels, on n'arrive pas à se comprendre d'une culture à l'autre. Là, c'est pas vraiment un problème culturel, mais c'est un problème de ce partitionnement où le vécu et les enseignements et surtout la vision que chacun aura de l'avenir risquent de différer selon les différentes régions. Et le fait que les gens peu échanger, circuler, ne va qu'aggraver en quelque sorte cette difficulté de compréhension à travers les intra-zones. C'est ce que je vois se dessiner actuellement. Comme on vient de l'indiquer sur la Chine, il y a un effet de masse critique qui fait que l'on peut imaginer sur la Chine des salons
d'exposants chinois, y compris qui proposent des marques étrangères. Donc ça maintient quand même la possibilité de l'exportation. Simplement, il faut s'appuyer sur les représentants, les distributeurs en Chine de ces marques. Donc une offre étrangère destinée à des clients domestiques chinois. C'est peut-être plus difficile de mettre ça en place dans des pays plus petits, mais bon, le Japon, la Corée pourraient fonctionner de la même façon. À des marchés moins matures ou moins importants, là, si on regarde dans la région, la Thaïlande, déjà un peu plus critique. Et puis après, si on est sur des pays qui avaient comme mission vraiment d'être des pôles internationaux, Hong Kong, Singapour, là, c'est vraiment un gros challenge parce qu'on ne voit pas comment on peut, sur Singapour, vivre simplement des Singapouriens. D'accord. Oui, là, donc en ce moment, bon, suite à ce Covid, on ressent de part et d'autre un refermement de chaque côté. Enfin, disons qu'en Occident, on a un petit peu tendance à se refermer sur nous-mêmes et à considérer la Chine comme l'ennemi, enfin pas l'ennemi, mais on a ce sentiment un peu de tension et tout le monde parle de relocalisation. Bon, tout le monde sait que c'est pas possible très rapidement. D'un autre côté, en Chine, on sait qu'il y a un développement du nationalisme assez important et des tensions aussi suite à tous ces conflits qu'il y a eu autour du Covid. Est-ce qu'on le ressent au niveau de la consommation, particulièrement sur les marques étrangères, cette tension qu'il existe entre les pôles, je dirais? Je pense qu'on ne le ressent pas encore beaucoup. Donc, nos produits ne sont pas des produits pour nos actions directes, ne sont pas des produits de grande consommation. Nous vendons à des professionnels, donc on n'a pas, on voit pas, on n'a pas d'évidence de ce type de raisonnement. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On peut aussi avoir des cas, on peut imaginer qu'il y a des cas où des clients étatiques chinois, de toute façon, ne vont même pas se rapprocher de nous parce que par instruction ou par propre initiative, ils vont dire on ne peut pas acheter européen ou américain. Donc, on n'a même pas l'occasion de leur parler. Donc, on ne peut pas dire que ça soit, un impact, mais l'impact, il peut être là quand même sous-jacent. Après, sur les produits de consommation, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de grandes vagues anti-européennes, anti-américaines, anti-quoi que ce soit. Une des raisons, c'est que précisément ces vagues ont besoin, pour être efficaces, ont besoin d'être relayées par les réseaux sociaux, en Chine, comme ailleurs, et ont besoin d'être relativement spécifiques. Donc on peut être anti-japonais parce que le Japon a encore célébré les héros de guerre. On peut être anti-français parce que le Dalai Lama est passé à l'Élysée. On peut être, on peut avoir ou anti-Corée parce que la Corée a fait des exercices militaires avec les Américains. Donc ce sont des événements qui ont lieu de façon assez régulière, au hasard de l'actualité, mais qui ont besoin d'avoir un objectif précis. C'est difficile d'être anti-étranger, c'est trop vaste. Donc on n'a pas pour le moment de ce type de fonctionnement. En revanche, l'évolution lente, mais à mon avis bien réelle, d'un nationalisme et d'une évolution des consciences, et ça c'est autant sur les produits professionnels que les produits grand public, que l'idée qui prévalait quand même il y a encore une dizaine d'années que les produits chinois, ils n'étaient pas chers mais ils n'étaient pas terribles et si on avait l'argent, c'était quand même mieux d'acheter les produits étrangers. Cette idée est quand même largement remise en cause. On est d'accord. Et donc ça fait qu'effectivement le consommateur chinois, qu'il soit individuel, les ménages ou les entreprises, peuvent assez facilement se convaincre. Finalement, on peut acheter chinois, on peut acheter les marques locales. Et le Covid risque de pousser dans ce sens, parce que ce que je disais tout de suite, là, c'est la menace américaine ou autre de relocaliser, de revenir en arrière sur cette globalisation, sur cette Chine, usine du monde. C'est pas quelque chose de nouveau, ça va simplement peut-être s'accélérer un peu avec
le Covid. Mais c'est de toute façon quelque chose qui avait déjà été pris en compte par beaucoup d'entreprises ici, qui savent depuis la crise de 2008-2009, certains ont vraiment très fortement souffert parce qu'ils avaient 100% de leur business sur les États-Unis, du jour au lendemain, plus rien. Donc ces gens-là et ceux qui les ont vus souffrir ont appris de cette expérience. Il y a un sentiment clair, une compréhension claire qu'il faut aussi observer les opportunités sur les marchés beaucoup plus proches, à commencer par le marché chinois, le marché domestique. Donc cette relocalisation, elle va sûrement avoir lieu un peu, mais je ne pense pas que ça soit un risque pour la Chine. Je pense même que ça peut être à moyen, long terme, ça peut même être un avantage pour la Chine parce que ça va inciter la Chine à se réorganiser sur leur marché chinois. Ils ont quand même l'avantage d'avoir un peu plus d'1 milliard de clients et donc de se perfectionner. Il y a un élément également qui me semble important, bon, c'est un peu difficile de prévoir ce qui va se passer, mais on voit quand même beaucoup de choses évoluer dans notre vie quotidienne, à commencer par Zoom, par le fait que on utilise de plus en plus les technologies, intelligence artificielle, Internet of Things, beaucoup plus de technologies. Toutes ces technologies sont pas nées en Chine, plutôt aux États-Unis, en Corée, au Japon, mais la Chine, on sait très bien, c'est l'histoire de Huawei, rattrape assez vite. Ce qui risque de se passer très vraisemblablement derrière, c'est que ces entreprises chinoises, d'autant plus si elles sont coupées un peu de leur marché export, vont se relocaliser sur le marché domestique ou les autres marchés étrangers qui veulent bien les accepter. Mais avec un énorme avantage, c'est que ça va leur permettre d'avoir une population locale docile au niveau des droits individuels et autres, pour tester avec une population de plus d'1 milliard d'habitants toutes les technologies artificial intelligence. Et on sait très bien que le cœur de ces technologies, c'est d'avoir le big data, c'est d'avoir beaucoup de data. Plus on a de data, plus on est performant. Et c'est ce que m'avaient expliqué des gens de Samsung, par exemple, en me disant Samsung ne pourra jamais sur les téléphones. Il y a quelques années, les gens de Samsung ont dit on a perdu la guerre contre les Chinois au niveau des téléphones mobiles, à court terme ou à moyen terme, simplement par un effet de population. Parce que les Chinois, avec une population d'1 milliard, seront inévitablement beaucoup plus forts. Ça va peut-être prendre 5 ans, ça va peut-être prendre 10 ans, mais parce que c'est plus le hardware qui compte, ça va être le software, et les Chinois seront bien plus forts que les Coréens, simplement parce que c'est un ratio, les Coréens, c'est 40 millions d'habitants, la Chine, c'est 1,4 milliard. Et cette logique, à mon avis, risque de s'appliquer à beaucoup de choses. Donc, cette idée de délocaliser aujourd'hui, en se disant on va protéger notre industrie en Europe et aux États-Unis, je pense que ça peut revenir avec un effet de boomerang dans une génération. On voit, la réponse est clairement oui, on le voit. Alors vous le voyez certainement moins en Europe et aux États-Unis parce que c'est pas encore revenu chez vous, mais en Asie, si par exemple on sait très bien qu'en Chine, les Facebook, Twitter, Instagram sont interdits, bon, pour des raisons au départ politiques, de volonté de contrôler. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il existe un équivalent chinois qui a aussi l'avantage pour le gouvernement chinois d'être sous contrôle, donc pas encrypté. Mais au-delà de cette différence majeure de protection des contenus, l'équivalent chinois est en fait un équivalent qui est beaucoup plus puissant que Facebook, Instagram ou Twitter. C'est-à-dire que la solution, c'est ce sur quoi Marc Ménardi m'a appelé tout à l'heure pour démarrer cet entretien. Cette solution WeChat, par exemple, vous permet à la fois de faire du Facebook, de téléphoner. C'est ce qui me permet de payer mon métro quand je prends le métro à Shanghai. C'est ce qui me permet de payer au supermarché. J'ai ma banque qui est liée. Tout est lié. C'est pas nécessairement une bonne chose, mais tout est lié. Et donc les solutions sont en fait bien plus développées que les solutions originales qui étaient nées aux États-Unis pour le cas présent.
Donc oui, les Chinois, dans beaucoup de secteurs, on le voit dans l'automobile avec les véhicules électriques, dans beaucoup de secteurs, les Chinois dépassent les modèles dont ils ont pu s'inspirer venant d'Europe ou des États-Unis. Mais sur ces domaines de pointe, est-ce que des entreprises françaises auraient leur chance, ou du moins est-ce qu'elles pourraient accéder au marché chinois sans prendre trop de risques, puisqu'on le sait, les entreprises chinoises ont quand même une certaine capacité à absorber le savoir-faire étranger? Je pense, oui. Je pense que les opportunités sont là. Bon, faut être prudent, mais les opportunités sont là. Même les activités que je gère ici, on vend des produits en Chine qui sont fabriqués, pour partie d'ailleurs en Chine, mais qui font un tour par les États-Unis ou par l'Europe avant de revenir en Chine, qu'on vend sous marque européenne ou américaine, et on arrive à les vendre. Je ne dis pas on est l'opérateur majeur sur le marché. Dans la pyramide, on n'a peut-être que la pointe tout en haut, mais ça nous permet de vivre. Donc, des possibilités de vente de la technologie, oui. J'irai au-delà, je pense qu'effectivement, le risque de la copie existe, mais bon, dans cette technologie, de toute façon, ça peut être des Chinois, ça peut être d'autres. Les Chinois eux-mêmes investissent beaucoup dans ces nouvelles technologies, donc sont aussi maintenant tout à fait conscients du problème de la copie. Tout le temps que les Chinois copiaient les étrangers, au vu de la Chine, c'était pas trop un problème. Quand les Chinois commencent à copier les Chinois copiaient, comme tout le monde. Donc les réglementations se mettent en place, c'est logique. Donc la copie, je dis pas qu'elle est totalement sous contrôle, mais je pense que c'est moins un problème que dans le passé. Et si on va au-delà, je pense que pour une société étrangère sur de la haute technologie, c'est pertinent de s'intéresser à la Chine en essayant d'y vendre, même si on n'arrive pas à vendre grand-chose, mais au moins pour comprendre pour faire du benchmark, pour comprendre ce qui s'y passe. Parce que ce qui s'y passe aujourd'hui, peut-être n'impacte pas le marché européen ou américain aujourd'hui, mais pourrait l'impacter demain ou dans un an ou dans donc, en termes d'ignorer complètement le marché chinois peut être aussi une erreur stratégique dans le sens où on ne voit pas l'évolution qui est en route ici. C'est juste. Et c'est vrai que, moi personnellement, je recommande aux entreprises françaises de s'intéresser au marché chinois pour justement déjà faire ce benchmarking dont vous parlez, parce que c'est vrai qu'on peut plus ignorer la Chine, c'est quand même un acteur mondial essentiel, enfin clé même, et de ne pas l'aborder me semble être une erreur stratégique importante. En même temps, la Chine fait peur. Hein. Avoir des aides de l'État, des régions, c'est assurément une bonne approche et nécessairement, inévitablement des frais à avancer pour pouvoir initier des opérations. Après, effectivement, la question est dépenser de l'argent pour quoi faire. Si c'est pour faire des rapports, pour avoir des listings de clients potentiels à qui on envoie des emails, il y a peu de chances pour que ça aille très loin. Si cela permet de mettre un pied, même par des temps partagés, bon, il y a beaucoup de sociétés, d'organisations en Chine qui le font, les chambres de commerce et autres, puis des sociétés privées, on l'a fait, on a beaucoup d'autres confrères de ce type. Ça permet peut-être de façon ponctuelle, sans avoir la prétention de couvrir la totalité de la Chine, ce que personne ne peut faire, mais par des cas spécifiques, précis, de tester les idées, de les adapter, de voir des retours d'expérience. C'est pas nécessairement des opérations qui sont très coûteuses et qui permettent d'amorcer, d'initier. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent la difficulté n'est pas tant de trouver, si on veut y vendre des produits, c'est pas tant de trouver le premier acheteur. C'est souvent ce que je disais à des gens de passage. Le premier client, il n'est pas très difficile à trouver. Mais est-ce que vous allez être sûr que vous allez faire de votre premier client un client content qui va
qui va vous passer de nouvelles commandes. Et vous n'allez pas gagner de l'argent sur la première commande de toute façon. Est-ce que vous allez être capable de bien gérer cette commande de votre point de vue, mais aussi du point de vue de l'acheteur, c'est-à-dire au niveau des réglementations, ça va dépendre des produits, mais il peut y avoir beaucoup de complexité. Si vous démontrez que vous avez vraiment un soutien utile, le soutien nécessaire pour gérer ce type de flux dans la durée, votre premier client va devenir un client sérieux et répétitif. Et là, on démarre vraiment des opérations. Et c'est souvent la clé, il n'y a pas de grosse complexité. Vous venez de dire une chose qui est effectivement très importante, c'est que je pense que depuis la Chine, et ça va, depuis l'Europe, les États-Unis, et encore peut-être plus, et malheureusement, je pense que ça va dans le mauvais sens, l'image de la Chine est plutôt de moins en moins bonne, de façon croissante, un peu cette menace autoritaire, et c'est tout à fait réel au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration, à beaucoup de points de vue. Après, dans la plupart des cas, j'ai même la quasi-totalité des cas dans ce qui me concerne, nos interlocuteurs, c'est pas le gouvernement, nos interlocuteurs, c'est des chefs d'entreprise ici. C'est le retailer, le distributeur et autres. Ce chef d'entreprise, il fonctionne comme vous et moi. Il a payé ses employés tous les mois, il a payé son loyer, il veut gagner de l'argent et il veut gérer dans la durée. Donc, si on arrive à bien s'expliquer et bien se comprendre, on peut assez facilement trouver un cheminement qui est un win-win, qui peut convenir aux deux. Et après, les problèmes administratifs et autres sont souvent que l'on vient d'aborder sur les sujets des marques ou des problèmes diplomatiques qui peuvent impacter les ventes par rapport à la nationalité des produits. Ce sont des problématiques que l'on voit assez rarement vraiment dans notre quotidien. C'est quelque chose qui a un niveau c'est un peu plus de la gestuelle et de la diplomatie dans les journaux, à la télé, plus que dans les contacts quotidiens que l'on peut avoir avec nos interlocuteurs. Donc, la Chine est effectivement difficile. Bon, il y a inévitablement à l'évidence des problèmes de langue, des problèmes de culture, des problèmes de distance. En même temps, la Chine, c'est pas la planète Mars. C'est-à-dire que les Chinois, ils fonctionnent comme nous pour beaucoup d'aspects. Et encore une fois, ils ont embauché des gens, ils ont à payer leurs frais tous les mois, et la banque fait la même façon, on fait le calcul et les additions à la fin du mois. Donc, on est à peu près tous dans les mêmes logiques. Et si on arrive à avoir une discussion à ce niveau-là avec les individus en regardant de façon relativement ouverte, soit on convient qu'il n'y a pas de point d'intersection on est sur des approches différentes, c'est pas cohérent, on arrête, on s'en reparle plus tard, ou bien on trouve un terrain d'entente. Mais souvent la difficulté, c'est la mise en place, implementation en anglais, c'est comment on met en œuvre le contrat. Le nombre de cas où j'ai vu des gens qui me disent ouais, j'ai pas besoin de vous, j'ai déjà vendu en Chine, j'ai déjà un client, on lui a envoyé un container. OK. Et quand je les revois un an après, bah oui, depuis, il ne s'est rien passé. Le conteneur a été coincé en douane, il n'a pas été vendu, et puis plus personne ne veut me parler. En plus, la Chine est grande, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même un aspect de niche, parce que souvent, le marché, la portion du marché que l'on cherche à atteindre n'est que la pointe de la pyramide. Et finalement, si on regarde même sur une région comme Shanghai, qui est quand même assez grande, dans un secteur donné, une catégorie de produits donnés, les importateurs qui sont concurrents entre eux, ils se connaissent. Donc, si vous avez essayé de vendre vos produits avec l'importateur A et que ça n'a pas marché pour une raison quelconque, vous allez voir l'importateur B un an après. En fait, l'importateur B, il sait très bien que l'importateur A a eu des problèmes avec vous. Et vous êtes grillé. J'en ai vu beaucoup, des gens comme ça, où ils pensaient que la Chine est très grande, on peut effacer d'un coup de gomme et on redémarre. Alors, si on va à Pékin ou Canton, peut-être, mais pas nécessairement dans les gens se connaissent. Hein. Avec simplement ce commentaire, c'est pas suffisamment d'efforts. Parfois, les gens comprennent cela en disant c'est des efforts qui vont coûter cher et je ne peux pas dépenser cet argent. Le pas suffisamment d'efforts, c'est pas nécessairement un aspect monétaire. C'est peut-être pas l'effort de comprendre. Je
peux vous donner par exemple un exemple, je ne peux pas vous donner la marque parce que les gens avec lesquels on a travaillé dans le passé, c'est confidentiel, mais des gens qui vendaient des confitures en France, un fabricant de confitures en France, qui nous a demandé d'explorer la possibilité de vendre des confitures sur le marché chinois. Pourquoi pas, les Chinois consomment peu de confitures, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de marché. Donc il y a le marché de l'hôtellerie, ça c'est assez facile pour les petits déjeuners, assez facile à identifier. Et on avait assez rapidement identifié qu'il y a un autre marché qui est le marché dans le retail, dans les supermarchés, qui est le marché du cadeau. On voit ça un peu en Europe, mais ici, la confiture, c'est un produit occidental, surtout si les Français, c'est plutôt bien, c'est les fruits, donc c'est sain, même pour nous, on se dit il y a beaucoup de sucre, mais pour eux, c'est les fruits. Donc c'est sain, c'est un produit de nourriture que l'on peut offrir, qu'on peut offrir aux personnes âgées, on imagine offrir ça comme on offre des gâteaux ou des confiseries, des chocolats en Europe. Néanmoins, si on veut faire ça, ce que l'on veut, c'est que les confitures ressemblent à un cadeau. Donc, on sait très bien d'avoir des petits contenants avec des étiquettes plutôt bien dessinées, éventuellement un assortiment de 5 ou 6 saveurs, un type de confiture dans une petite boîte qui ressemble à un gift box. Donc, on avait mis ça en place, on avait même obtenu une première commande et la société en France nous a dit on arrête tout parce que ces produits-là, en fait, ils ne s'étaient pas aperçus de problème de communication, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La décision n'avait pas été prise suffisamment haute dans la société. Le jour où il a fallu que quelqu'un signe le bon de départ ou le bon de fabrication, on a dit mais non, ça, ce sont des produits que l'on a réservé à l'hôtellerie. On a réexpliqué toute notre histoire. Ils nous ont dit, oui, on comprend, mais ce sont des produits pour l'hôtellerie, pas pour le retail. OK, mais on leur a dit, bah, vous en faites d'autres, vous changez les étiquettes, vous faites quelque chose. Non, on arrête tout. Donc, l'effort, c'était pas nécessairement, c'est pas qu'ils n'avaient pas les produits, ils les avaient. C'était pas qu'ils n'avaient pas les machines, ils les avaient. C'était l'effort de prendre une décision, de se dire, oui, on va s'adapter. Alors, que ça impacte d'autres accords qu'ils avaient avec d'autres marques dans d'autres pays, peut-être, mais c'est là où il faut qu'il y ait ce niveau stratégique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse voir vraiment la big picture, la totalité. Et dire, voilà, c'est le chemin. Et si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais dans ce cas, il faut pas blâmer la Chine. C'est pas qu'il y avait pas de marché en Chine, c'est qu'ils étaient pas capables de s'y adapter, de répondre, d'adapter leur offre à ce que la Chine demandait. Donc c'est un cas intéressant. On pourrait en avoir d'autres. Mais c'était intéressant parce que on a eu d'autres cas où adapter le produit à la Chine, ça peut être parfois sur les produits électroniques, par exemple, ça peut être de faire des tests, parce qu'il y a des problèmes de réglementation, comme vous avez le CE en Europe, vous avez le CCC en Chine. Ça, ce sont des barrières, des contraintes qui ont un coût. Parce que si vous voulez le faire, vous avez un coût. Éventuellement, il faut adapter le produit, mais même si le produit est conforme, il faut encore lui faire passer les tests, vous avez des coûts, vous avez des procédures. Donc là, il y a effectivement une réflexion entre l'investissement et le retour sur l'investissement. Et on peut imaginer que dans certains cas, les sociétés ne veulent pas autoriser ce coût. Hein. Mais dans certains cas, c'est même pas une question de coût, c'est vraiment une question simplement de stratégie. D'accord. Très bien. Une référence. Il y a un livre qui a été écrit par un philosophe français qui s'appelle François Julien. Il en a écrit un certain nombre. C'est un Français philosophe qui assez logiquement a commencé à étudier la philosophie grecque et latine et qui un jour s'est décidé à s'intéresser à la philosophie chinoise. Il a appris le chinois très sérieusement, de façon à pouvoir lire Confucius dans le texte. Et donc, il a à partir de là, fait un certain nombre d'ouvrages qui sont relativement simples, assez faciles à lire, de comparaison de la pensée chinoise et de la pensée européenne, typiquement latine et grecque. C'est une lecture intéressante parce que ça permet de mettre en perspective ce gap culturel. Après, de façon plus pragmatique, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se dire la Chine est un peu mystérieuse, un peu difficile, un peu inquiétante, très inquiétante peut-être. C'est vrai, c'est aussi mon sentiment.
Cela dit, on a tout à gagner à plutôt mieux la comprendre qu'à la fuir, en se disant c'est dangereux, on n'y va pas. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce que la Chine fait aujourd'hui. On a parlé j'ai parlé un peu d'intelligence artificielle et autres. On peut dire que ça ne concerne pas tous les métiers. Si vous êtes dans la technologie, oui. Si vous vendez de l'alimentaire, non. Mais je pense que ça serait une erreur. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentaire que j'achète en Chine, je l'achète tout sur Internet. Et ça veut dire que quand je prends mon téléphone et que je l'allume, ce qui va apparaître sur mon téléphone, ça va être ce que le logiciel va avoir deviné peut-être mon intérêt par rapport à mes achats passés, etc. Donc même pour vendre des produits tout à fait banals qui n'ont rien de technologique, finalement ces plateformes et toute cette infrastructure d'intelligence artificielle vont devenir de plus en plus importantes. Donc, de comprendre comment les choses évoluent en Chine pour pouvoir mieux s'y préparer en Europe, même si on ne sait pas dans une finalité de vendre beaucoup en Chine, me semble être une finalité en soi. Oui. Moi aussi. Mais c'est vrai que moi, je remarque, étant en France, donc ayant contact avec beaucoup d'entreprises françaises, ce qui me semble, bon, c'est une interprétation personnelle, mais ce qui me semble, c'est que souvent les entreprises françaises, face à la Chine, ont un besoin ardent d'être rassurées. Et parfois font des choix qui ne sont pas toujours peut-être évidents par rapport à justement cette nécessité d'aller près du marché, d'être vraiment, je dirais, oui, en contact avec le marché. Souvent, c'est vrai que ça passe par des voies un peu administratives, des grosses structures. Bon, c'est bien, comme on parlait tout à l'heure, Bruno, c'est effectivement une bonne approche, mais je pense que ça, c'est peut-être une première étape. Et après, il y a des étapes où il faut aller plus en avant, se mettre vraiment au contact du marché, sentir les choses. La Chine, c'est aussi un pays où il y a vraiment, il faut faire confiance à son ressenti, à ce qu'on ressent avec ses partenaires. C'est moins, comment dirais-je, moins binaire qu'en France ou en Europe où c'est blanc ou noir. Je dirais qu'en Chine, tout est un peu gris. Et c'est peut-être là où on a, nous, occidentaux, du mal à percevoir les choses. Donc, effectivement, moi, de mon côté, je recommande vivement d'aller de l'avant et de passer au-delà de ses craintes et de vraiment s'approcher du marché. Merci beaucoup, en tout cas, de votre temps. Je vous remercie. Merci, Bruno. Merci, bonne journée. Merci.